frère Charles Desjobert, est architecte du patrimoine. Ce matin, il joue les équilibristes pour inspecter le toit de la chapelle Matisse à Vence, qu'il est chargé de restaurer. On est sur le toit de la chapelle du Rosaire. Un toit en tuiles vernissées, des tuiles bleues et des tuiles blanches. Et c'est Matisse qui a fait le dessin comme un tableau. Ce motif étonnant, il rappelle quelque chose du manteau de la Vierge, bleu et blanc, et il dira que c'est les couleurs des enfants de Marie. Et puis le bleu, pour lui, c'est une manière aussi de se détacher sur le vert du paysage. En plus de ce projet inédit, frère Charles va s'atteler à un autre chantier exceptionnel. Sur l'île Saint-Honorat, au large de Cannes, il va redonner vie à la chapelle de cette tour monastère à la demande des moines de Lérins. Pour cette restauration hors norme, une série de vitraux sera réalisée par une grande signature de l'art contemporain. Cette toiture, quand on la regarde de loin, on a l'impression qu'elle est en parfait état. Et puis dès qu'on s'approche, on s'aperçoit qu'il y a vraiment urgence. Cette pauvre tuile, elle est complètement cassée, elle part en morceaux. Et donc l'eau va rentrer à l'intérieur et venir faire pourrir le bois de la charpente. Et puis, vous voyez, ce qu'on appelle l'émail, c'est ce qui recouvre les tuiles. Ici, c'est de l'émail blanc, mais il est complètement morcelé. Et il y a certains endroits où même l'émail s'en va. L'eau ne peut plus glisser dessus et descendre en bas de pente. Et presque toutes les tuiles maintenant sont poreuses, il va falloir toutes les changer. Alors ici, on s'aperçoit bien qu'on a des tuiles bleues en dessous. Et la tuile du dessus est blanche. Normalement, cette tuile, elle devrait être bleue. En fait, au fur et à mesure du temps, quand des tuiles ont cassé, on a changé certaines tuiles et on s'est trompé parfois dans la couleur. Ce qui fait que le dessin d'origine de Matisse a lui-même été perturbé. Tout l'enjeu de la restauration, ça va être aussi de retrouver le dessin d'origine de Matisse. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On a une photo très précieuse, c'est une photo prise le jour de l'inauguration de la chapelle en juin 1951. Cette photographie, même si elle est en noir et blanc, elle permet de voir très précisément les tuiles qui sont bleues et les tuiles qui sont blanches. Et on peut les compter. Et à partir de ce décompte-là, eh bien, on a pu reconstituer un plan, qui est le plan qui va nous servir pour la restauration. Alors c'est un vrai casse-tête parce qu'il y en a 7000. L'enjeu principal, c'est de ne pas trahir le premier dessin de Matisse, d'être fidèle à ce qu'il a voulu faire. C'est ça qu'on veut retrouver. L'artiste n'a pas seulement créé la toiture, mais l'ensemble de l'édifice. Alors nous voici dans la chapelle Matisse, qui est cette chapelle assez extraordinaire. On a l'impression que la couleur glisse dans la chapelle comme de l'eau. On a envie de la saisir, de la tenir dans ses mains, et puis elle s'échappe tout le temps. Et là, il y a quelque chose du spirituel, du divin, qui émane naturellement. Pourquoi Matisse, qui n'est pas un spécialiste de l'art sacré, a-t-il mis son talent au service de ce lieu ? En 1947, sœur Jacques-Marie, qu'il a connu quand il était en convalescence à Vence, lui demande conseil pour un projet de chapelle pour sa communauté. Un jeune dominicain, le frère Réciguier, avait déjà esquissé des plans. Matisse s'en saisit pour concevoir la chapelle, mais les sœurs hésitent à faire appel à lui. Un autre dominicain, le père Couturier, réussit à convaincre la communauté. Le père Couturier, peintre avant de devenir dominicain, quelle est son intuition? Il dit « J'ai toujours pensé que pour faire un art chrétien de qualité, il faudrait des artistes qui soient en même temps des saints. Mais comme c'est très difficile à trouver, je préfère faire appel à des génies sans la foi plutôt qu'à des croyants sans talent. » Le père Couturier n'en est pas à son coup d'essai. Quelques années avant la construction de la chapelle de Vence, il avait déjà fait appel à d'autres artistes pour décorer une église étonnante située en Haute-Savoie, l'église Notre-Dame de Toute-Grâce d'Assy. En 1936, on a le début des sanatoriums qui sont construits ici.
Il y a 2200 malades, il y a 1250 personnes ici qui vont aider ces malades. Et par conséquent, on a besoin d'un édifice religieux. Et c'est pour ça qu'en 1937, on commence à acheter un terrain et à trouver un architecte savoyard, Maurice Novarina, pour bâtir cet édifice. Le chanoine de Vimy, qui fonde l'église d'Assy, demande de l'aide au père couturier venu se soigner dans la région. Avant tout, il y avait, de la part de ces deux hommes de foi, une volonté vraiment de créer un sanctuaire nouveau et parier vraiment sur la création et le génie des artistes de l'époque. Les deux prêtres vont vraiment faire confiance aux artistes, vont leur apporter des thèmes sacrés, bien évidemment, religieux, mais ils vont ensuite laisser vraiment ces thèmes envahir complètement les artistes d'art moderne et du coup leur laisser une expression complètement libre, ce qui fait qu'on a devant nous quand même une façade exceptionnelle. C'est la seule façade d'église que Fernand Léger va réaliser dans le monde. Et en cela, ça donne un caractère tout particulier à cet édifice. Le début de l'histoire d'Assy, c'est vraiment ce vitrail et l'artiste de ce vitrail qui est Georges Rouault. Lorsque le père de Vimy va à Paris à son exposition sur le thème de la Passion, il tombe en extase vraiment devant son travail. Il faut savoir que Georges Rouault, à l'époque, est un des grands vitraillistes au monde. Que Georges Rouault dise « oui, je pars dans cette entreprise d'Assy et dans ce sanctuaire du renouveau de l'art sacré », eh bien, ça va déterminer tous les autres artistes dans leur participation. Georges Rouault réalise plusieurs vitraux pour cette église. Un autre artiste, Jean Lurçat, va lui aussi créer une tapisserie monumentale. Pourtant, cette œuvre a bien failli ne jamais exister. Lurçat, dans un premier temps, n'aime pas les bondieuseries. Donc, en fait, il dit non. Et c'est le côté, alors là, assez extraordinaire des deux prêtres, et de Vimy et Couturier. Couturier et de Vimy vont lui envoyer un petit texte de 12 pages, qui est le thème de l'Apocalypse selon saint Jean. Et là, Lurçat va tomber en extase sur le thème et donc va traiter le thème de l'Apocalypse, du combat du bien sur le mal. Le dragon menace la Vierge Marie pour dévorer son enfant. Heureusement, l'archange Saint-Michel le terrasse. La dernière œuvre d'art réalisée se trouve dans le baptistère. Chagall nous a offert un travail extraordinaire, magnifique, avec cette mosaïque qui représente le passage de la mer Rouge. On a ici Moïse casqué de lumière tout en jaune, très éclatant. Il ouvre les flots de la mer Rouge pour que, en colonne humaine, son peuple aimé, le peuple hébreu, parte vers la terre de liberté sous le bras de l'ange protecteur. Et dessous, il referme les flots avec fracas sur le peuple égyptien qui les tenait en esclavage à l'époque. Et là, il y a une dynamique extraordinaire qui est donnée dans cette œuvre. La présence de Chagall ici, elle est très très importante. D'abord parce que c'est un des premiers artistes d'art moderne de confession juive qui va avoir le droit de pratiquer son art dans une église catholique en Europe. En cela, c'est vraiment un côté très exceptionnel de cette église d'Assy, au nom de la liberté de toutes les religions. Chagall ici insiste sur la liberté que tout culte doit pouvoir exercer dans le monde entier. Et ça reste un thème d'actualité. L'île Saint-Honorat, située au large de Cannes, abrite des moines depuis le 5e siècle. Aujourd'hui, la communauté vit dans cette abbaye. Mais pendant longtemps, elle était installée dans la tour monastère. La chapelle, située dans cette tour, doit être restaurée. Pour les vitraux, la communauté compte faire appel à un artiste contemporain. Le père Vladimir Gaudrat a demandé au frère Charles de superviser les travaux. Donc voilà la tour monastère de l'île de Lérins. Oui, alors c'est à la fois comme une forteresse, une vigie sur la mer. Au départ, c'est plus une tour de refuge. Quand on voit des bateaux menaçants avec une possible razzia, on va se réfugier dans la tour, qui est assez imprenable. Petit à petit, ça va devenir un vrai édifice militaire. Et c'est fin 14e que les moines se disent, pour des raisons qu'on ne connaît pas bien, agrandissons encore et transformons en monastère sur 3 niveaux pour venir y habiter. Des monastères fortifiés, il y en a plein. Une tour monastère, c'est quelque chose de tout à fait unique. De passer de la tour au monastère, c'est quelque chose qu'on n'a nulle part ailleurs en Europe, ni même dans le monde.
Nous voilà dans la chapelle, cette chapelle aménagée au XVe siècle et qui est complètement perturbée, assez transformée. Elle a perdu toute une partie de son décor, mais on en voit encore un certain nombre d'éléments, notamment la grande baie qui oriente toute la chapelle, qui est une sorte de renfoncement dans le mur, qui forme comme un cœur. Et puis au sommet de la chapelle, sur la clé de voûte, eh bien, on perçoit bien cette belle croix qui a donné aussi le nom de la chapelle, puisque c'était la chapelle de Sainte-Croix, de la Croix Glorieuse. Ces précieux témoignages ont servi de base au projet de restauration de la chapelle. Alors pour se repérer, on peut voir la grande baie qui se trouve au sud et qu'on a sur notre plan. Depuis toujours, les moines ont cherché à mêler techniques modernes et traditionnelles pour ne pas dénaturer l'esprit du lieu. Lorsqu'on a réfléchi sur les vitraux au départ, on était d'accord pour quelque chose de contemporain, quelque chose plutôt de non ou peu figuratif, justement pour être dans la continuité de la tradition cistercienne, et quelque chose, alors là c'était une vraie interrogation, est-ce que ce doit être coloré ou non coloré? Parce qu'en général, dans la tradition cistercienne, c'est des grisailles et ce n'est pas coloré. Alors aujourd'hui, tout est dans des teintes de beige, de blanc. La lumière est assez poudreuse aussi et les vitraux vont transfigurer la lumière, comme la vie spirituelle en fait aussi de ce lieu. Et le choix de l'art contemporain peut aider à ça. Je ne verrais pas, ça existe aussi dans l'art contemporain, des choses figuratives où on mettrait les portraits des saints qui ont vécu sur l'île. Je ne pense pas que ça correspondrait au public qui circule dans cette tour et à ses attentes spirituelles. Un mois plus tard, frère Charles et frère Marc Chauveau, un historien de l'art, ont organisé une réunion de travail avec les maîtres verriers et l'artiste Vera Molnar que les moines ont choisi. Finalement, l'esprit cistercien de cette chapelle, de cette abbaye, consonne assez bien avec la rigueur de votre travail. Vous me parliez de fenêtres ouvertes sur le ciel. Oui. Et je crois que c'est quelque chose qui vous a beaucoup touché. Ben, écoute, je dis des belles choses de temps en temps. Vera Molnar a 99 ans. C'est une artiste internationalement reconnue. Elle a été la pionnière de l'art numérique. Son langage esthétique sobre et épuré a conquis les moines. Il y avait des fenêtres sur le côté. Voilà, on a une fenêtre ici, 2 là. Il n'y a pas d'autres pareils. 3 là, 3 dans la chapelle, Oui. puis encore 3 en haut. Et il n'y a effectivement pas une seule baie qui est identique. Alors, pour raconter mon cheminement, première idée était une croix. Après, je me suis dit, une croix, ça peut bouger un peu, tout petit peu, presque rien. Presque rien. Et de jouer sur les variations. Oui, de façon que quelqu'un qui n'est pas initié à cette ânerie ne le voit même pas. Mon but serait de créer une petite incertitude. On n'est presque pas sûr de soi. Je ne voudrais pas que ça soit trop évident. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez apporté, vous, une unité entre ces deux espaces, cloître et chapelle, par cet ensemble de vitraux avec ce parti pris des lignes verticales et les horizontales de couleur. On a la pierre qui est déjà présente. Oui. Vous arrivez avec la lumière et la couleur pour unifier l'ensemble. Il y a toujours cette humanité qu'elle apporte avec ce petit décalage. Vous l'avez entendu, il y a une petite facétie chez elle aussi. Elle aime l'humour, elle ne veut pas se prendre au sérieux. Là, Marie et Gilles vont vous montrer des échantillons de verre. Et ça donne... Il est beau, ça. Il est beau, ce violet-là. C'est un verre rose alors, avec un verre bleu. Ces maîtres verriers ont été choisis pour fabriquer les vitraux. Mais c'est la même chose. Nous sommes au service de l'œuvre et de l'artiste. Alors, certes, c'est un échange, parce que parfois, on doit lui apporter des solutions techniques. Mais le dialogue de création, c'est quand même pour nous de réussir à rendre ce que l'artiste veut rendre. C'est la bande de couleurs qui est posée sur la trame rectangulaire. Que son œuvre puisse être intégrée et entrer maintenant sur un temps long
dans un édifice religieux, je trouve que c'est vraiment un point d'orgue. Enfin, et pour elle, elle le vit comme un cadeau qui lui est fait par les moines. Dans le Tarn, frère Charles assiste à la production des nouvelles tuiles pour la chapelle Matisse. Les descendants de l'artiste ont participé au choix de leur mode de fabrication. Alors là, on a la tuile, elle sort de la matrice, c'est-à-dire du moule. Elle est façonnée en forme de canal. Et puis ensuite, on a un vrai fil à couper le beurre qui est fait avec une corde de piano. Voilà, la tuile va venir se découper d'une manière un peu aléatoire. La tuile, elle vient de sortir du moule et tac, on a la première action vraiment de l'homme sur la tuile qui, par un petit coup, la fait légèrement se détacher et lui donne sa forme définitive. Cette fabrication est supervisée par Olivier Joubert. C'est l'argile. C'est l'argile avec de l'eau, évidemment. C'est chaud, hein? C'est encore chaud, ouais. C'est une tablette de chocolat géante. Donc c'est la tuile comme elle a été faite à l'origine, en fait. La différence est dans le geste. Le savoir-faire, c'est vraiment la tuile artisanale. Nous, on va mettre 2 jours pour fabriquer 2000 tuiles. Et une presse industrielle, on va faire 2000 tuiles en 15 minutes, peut-être. Nous voilà à l'émaillage. Ils ont appliqué une première couche d'engobe blanc. Et là, ils sont en train d'appliquer vraiment la couleur, c'est-à-dire l'émail, qui est en fait une composition de verre dans laquelle on a mis un pigment qui va se révéler à la cuisson. C'est vrai que je suis vraiment inquiet à ce stade-là. On se dit, mais qu'est-ce que ça va donner avec ce bleu très blanc? Est-ce qu'on va réussir à retrouver l'intensité? Et ça va être la surprise quand on va les sortir du four, de se dire, ah ben voilà, ça a fonctionné ou non. À ce stade, on n'est pas à la couleur de Matisse. Une des difficultés principales de notre métier, c'est d'anticiper comment le produit va sortir une fois qu'il sera passé dans l'étape décisive du four. C'est vrai que le four, on l'appelle, nous, en céramiste, on l'appelle le juge de paix. Donc c'est vraiment lui qui va transformer la matière. Après 24 heures de cuisson, la magie a opéré. Magnifique. Ouais, on est bien là. On voit bien ici donc côté brillant, mais qui est plutôt satiné que trop brillant. Si on compare avec notre morceau d'origine, les vieilles tuiles de la chapelle, ouais, c'est assez... Ouais, on est bien. Hein. Pour moi, chaque défournement est toujours un émerveillement. Parce que c'est vraiment là, finalement, qu'on a notre résultat. C'est rassurant de se dire, ça y est, on a trouvé la bonne couleur après plusieurs mois de recherche et on va avoir une belle toiture. C'est une toiture, effectivement, mais c'est aussi une œuvre d'art. Et d'avoir réussi à respecter les couleurs, les formes, l'œuvre de l'artiste, finalement, et oui, il y a une certaine fierté. Et c'est une fierté pour toute l'équipe. On va pouvoir s'attaquer au blanc maintenant. Exactement, c'est parti. Trois mois plus tard, la chapelle Matisse a changé de visage. Elle est entièrement protégée, entourée d'échafaudages et de bâches pour la pose des nouvelles tuiles. Bonjour messieurs. Bonjour. Ouais, très bien. Alors je vois qu'effectivement, il y en a quelques-unes qui sont un peu abîmées, peut-être qu'il faudra reprendre. Elles sont à la fois super et en même temps, c'est vrai qu'elles c'est fragile, quoi, finalement. C'est assez fragile, c'est assez fragile. Ouais. La peinture est assez fragile. Et puis, éviter toutes les épaufrures, là, ces petites dégradations sur les côtés, parce que comme les côtés sont assez coupants, bien nets, c'est vrai que l'émail a tendance à tenir un peu moins, donc il faut faire bien gaffe, quoi. Là, tu as 10 blanches après celle-là. Ce que je te dis. C'est bon? Ouais. Ok. Et à côté, tu dois en avoir 8 sur ta deuxième rangée des blanches. Il y a eu un gros travail déjà sur la charpente, c'est-à-dire qu'on a enlevé tous les anciens bois, remis des toutes nouvelles chanlattes, qui sont ces éléments de bois qui vont porter ensuite les tuiles canal. Donc c'est à toutes les étapes qu'il faut être vigilant pour, depuis la charpente jusqu'à la dernière tuile, que tout le dessin soit respecté.
C'est assez incroyable de voir cette toiture qui reste déjà irrégulière. On retrouve en fait cette dynamique, ce déplacement presque comme si c'était porté par le vent, que ça se déplaçait. Ça, je trouve ça magnifique. Très bien. Et puis profitez peut-être pour redonner un petit coup. Les vitraux commandés par les moines de l'abbaye de Lérins et imaginés par l'artiste Vera Molnar sont en cours de fabrication. Frère Charles et frère Marc viennent les découvrir avec Marie Rouzevoile, le maître verrier. Voilà, Mathilde a coupé seulement la hauteur, pas encore la largeur. Et on va couper ces largeurs en raccord pour qu'on sente bien une monochromie, un rouge unique. C'est assez palpitant de le saisir comme ça, où on retrouve voilà, les grandes traverses de la croix horizontale, ces montants presque verticaux. Ce que j'aime aussi, c'est cette unité entre tous ces vitraux, par cette trame qui n'est pas un motif, qui est tout en retrait, et qui correspond aussi aux attentes des moines. Vera Molnar a disparu il y a quelques mois. Cette commande de vitraux est sa dernière création. Donc voilà les baies. Enfin, quelques-unes. Magnifique. Ouais. Avec les verres qui ont été tous choisis par Vera lorsqu'elle est venue à l'atelier. Les couleurs ont été coupées en raccord. Et là, on a un dégradé très intense, orange clair des deux côtés et presque rouge au centre, qu'on a coupé également en raccord. C'est un monochrome mais dégradé. Il est splendide celui-là, il y a une quantité de bulles. Avec les bulles de verre, là, c'est magnifique, Ouais. les bulles d'air. Les vibrations données par ces bulles d'air dans le verre, tout ça associé à une grande rigueur géométrique et finalement qui n'est pas froide. C'est pas une géométrie froide. Elle est habitée, au contraire, je trouve, par cette vie de la couleur, cette vie de la lumière. Je sais que Vera Molnar était extrêmement heureuse de pouvoir réaliser ces vitraux. Et elle a dit, au soir de ma vie, je vais réaliser une porte qui ouvre sur le ciel. J'aime le travail de Vera Molnar, donc c'est d'autant plus émouvant d'avoir participé à cette réalisation. En tous les cas, je pense qu'on n'a pas trahi l'idée que Vera Molnar voulait de ces vitraux. Moi, j'attends surtout aussi de voir comment cette couleur, elle va venir chercher la pierre et comment on va aussi passer d'une baie à l'autre, embrasser parfois plusieurs baies en même temps. Dans la tour monastère de l'île Saint-Honorat, 2 ans et demi après les premières esquisses de Vera Molnar, les vitraux sont posés. Et voilà le cloître. Ouais, c'est merveilleux d'être plongé tout d'un coup là, dans cette couleur qui est comme une sorte de grand envol. Le passage de ce mauve, l'orange, le rose, le bleu. Là, on voit la tour et le clocher de l'église d'une certaine manière dans la couleur. Et si on se baisse, une toute autre vision, parce qu'il y a plein de bulles dans le verre. La richesse de chaque plaque de verre, enfin, on rentre vraiment dans la couleur. C'est impressionnant. Dans la nature, tout est géométrique et l'art, c'est de la géométrie dans lequel on introduit un peu de désordre. Ce léger désordre est en forme de croix. Et pour nous chrétiens, la croix est ce qui nous ouvre la voie vers Dieu. Le cloître trouve tout son sens. À travers tous les vitraux, il nous conduit à l'entrée de la chapelle, qui est le lieu de l'infini. En entrant dans la chapelle, on est saisi par cette baie sud incroyable, avec cette puissance du rouge qui nous mange complètement. Et puis en se retournant, on est orienté, littéralement tourné vers l'Orient, tourné vers l'Est, avec ces 2 ouvertures. C'est le lieu où on voit le mieux qu'un vitrail, c'est pas seulement le verre qui est dans la fenêtre, c'est aussi toute la lumière qui est projetée. Et la pierre est comme révélée, elle devient chaude, très vivante, avec ce bleu, ce rouge, ces couleurs puissantes qui traversent l'espace. Alors que dans le cloître, c'est la géométrie, dans la chapelle, c'est plus l'explosion des couleurs. On les voit presque dans l'air qui traverse la chapelle. C'est la chapelle de la Sainte Croix, et la croix, contrairement aux apparences, c'est la vie. En restaurant cette chapelle, on veut dire aux visiteurs, vous n'êtes pas dans une tour vestige du passé, un lieu mort, mais un lieu vivant où vous pouvez trouver la vie. À la chapelle Matisse avance, après 1 an de travaux, le toit est complètement terminé. On voit cette toiture, ce dessin de Matisse qui a retrouvé toute sa puissance, cette vivacité extrême.
des bleus sombres, clairs. On rentre dans la couleur alors que les choses étaient devenues un peu ternes. C'est quasiment les vagues de la mer avec leurs petites irrégularités, leurs imperfections, mais qui donnent toute la poésie du lieu. Là, on ouvre une porte vers le ciel.